Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 18 juin 2025 des Chroniques des Barbaries. Donc aujourd'hui, qu'y a-t-il au programme? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dès maintenant. La barbarie toujours évidemment, qui va toujours croissante. Nous allons en donner quelques exemples. Et malheureusement, beaucoup d'illusions par rapport à cette situation. Et beaucoup d'illusions qui ont beaucoup de mal en définitive à s'évacuer, à s'évanouir, à faire que la réalité s'impose. J'ai encore eu un commentaire tout à l'heure sur à ce propos, où c'était tout à fait édifiant de voir quelqu'un qui disait mais ça a toujours existé. Non, non, ça n'a pas toujours existé, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est faux. Et je me vis justement à le démontrer. Toutes ces émissions des Chroniques des Barbaries le montrent justement. Alors, je vérifie voilà, que ça fonctionne bien. Alors, avant de commencer, pour appuyer cela, il n'y a pas que moi qui le constate, je vais vous citer un texte qu'a envoyé aujourd'hui, en définitive, un ami, Jean-Claude Cousin. Jean-Claude Cousin, qui est quelqu'un qui a édité une constitution, qui a rédigé une constitution, donc voici un exemplaire papier, je dirais. Alors, bon, qui n'a pas les mêmes principes, qui n'oppose pas sur les mêmes idées que ce que nous proposons, nous, à un PCCR. Mais voilà, il est dans la démarche constitutionnelle et il m'a envoyé un petit texte, bon, pas forcément destiné au départ à être cité, mais il m'a semblé tout à fait à propos, justement, de vous en faire, de vous le faire entendre, de vous le partager. Barbarie. Nous y sommes en plein. Et compte tenu des expériences multiples que procure une vie bien remplie, on s'aperçoit que la barbarie est là plus que jamais, plus forte qu'au temps des pirates des Caraïbes, plus forte qu'au temps de leurs homologues barbaresques. Car cette fois, c'est la totalité de l'être qui est au moins tenté de devenir esclave. Et ce, pratiquement depuis le berceau. De quoi être éminemment inquiet, comme dans l'illustration du jour de mes amis, les moutons enragés, une illustration que je vais vous partager à l'instant avec ce chat qui est assis en priant sur un certain nombre de bâtons de dynamite dont la mèche est allumée. Voilà, donc je ne suis pas seul à faire ce constat malheureusement. Croyez bien que j'aimerais bien être dans l'erreur, de me tromper complètement, raconter des bêtises, dire que il y a la barbarie mais que ça n'existe pas, etc. Malheureusement, je le constate et j'étais bien seul il y a quelques années à parler, à employer ce terme de barbarie. Maintenant, on l'emploie presque couramment. Donc, vous voyez, je dirais que les idées progressent, le réalisme progresse, pas suffisamment puisqu'il y a encore des illusions et c'est tout le thème justement de la chronique d'aujourd'hui. La barbarie va toujours croissante. Et donc, on va commencer donc par vous en donner quelques exemples. Quelques exemples, mais elle fourmille de tellement de dimensions que je voudrais faire un livre là-dessus, mais il y a plein de gens qui ont écrit des livres. Hier, j'ai encore vu un livre, La barbarie numérique. C'est l'édition Kairos, je crois. Bon, voilà, il y a plein de gens qui le constatent dans des domaines particuliers. Moi, c'est pour ça que j'appelle ça la barbarie, parce que je pense que ça, il y a une origine, une source commune à toute cette décadence de notre humanité.
Donc quelques exemples simplement pour montrer combien elle progresse. Et puis, je vais en donner, je dirais, la raison, les raisons profondes. Voilà, comment on lit, voilà. Mais il y a franchement une raison profonde à ça. Et puis, deuxième volet, je dirais, de cette émission, de cette chronique de ce soir, sur les illusions. Alors, sur les illusions des dirigeants capitalistes, point sur lequel je ne vais pas m'étendre très longtemps, mais quand même qui vaut la peine d'être noté, mais surtout les illusions de la résistance, dans la résistance, et notamment du fait qu'il faille disposer d'une réponse à la hauteur des défis civilisationnels que met devant nous, à laquelle nous sommes confrontés par cette barbarie justement croissante. Alors, quelques exemples. Quelques exemples de barbarie. Déjà, vous l'avez tous constaté, les émeutes, les pillages suite à la victoire du Paris Saint-Germain à l'Euro de football. Hein, c'est assez incroyable que la joie se transforme en pillage systématiquement. Là, ça a été pour le PSG, mais ça a été pour... à chaque occasion, en définitive, tout est occasion d'émeute, tout est occasion de pillage. On n'est pas dans des insurrections politiques, etc. On est vraiment dans du pillage au sens barbare du terme, hein, au sens tout à fait premier du terme. Voilà donc pour une première barbarie, malheureusement qui apparaît banale. Bon, oui, ça a toujours été comme ça, mais non, ça n'a pas toujours été comme ça. Quand on fait la fête, normalement, on casse pas tout, on tape pas sur les flics, on ne dévalise pas les magasins, on ne met pas le feu à des voitures. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça montre bien que nous sommes dans une barbarie. Et là, quelque part, le fait de nier ces faits, cette réalité, c'est aussi une barbarie en elle-même. Nier le réel, quelque part, c'est lié aussi une barbarie. Une autre barbarie, bon, là, vous avez la photo de cette jeune femme, c'est l'assassinat de cette surveillante dans un collège. Alors, pareil, il y en a qui vont relativiser, ils vont dire, on pourrait dire, éventuellement c'est un fait divers, mais ça serait le cas d'être un fait divers si c'était vraiment un collégien, un cas isolé, clairement isolé, et l'œuvre, je dirais, d'un quelqu'un qui serait déséquilibré, malade mental, une crise de folie ponctuelle, on pourrait dire éventuellement que c'est un fait divers. Mais là, c'est impossible de le qualifier de cette manière, puisqu'on s'inscrit dans un contexte général. Ce n'est pas un sentiment qui est fabriqué par les médias, parce qu'il y a des faits, il y a des analyses. Déjà, ce n'est pas le seul. On a des actes de violence, des assassinats, même entre élèves, avec des couteaux, dans les collèges, dans les écoles. Nous en sommes là aujourd'hui. Les faits, quels sont les faits justement? Les faits et analyses, c'est notamment Alain Bauer. Donc c'est quand même le métier. Son métier, c'est criminologue. Et donc, notamment, et vous trouverez sur le site un lien, mais il a fait plein d'émissions, donc je pense que vous pourrez retrouver facilement différentes références. Il dit la criminalité s'est adaptée au nouveau millénaire. Donc voilà, avec des outils plus modernes et des méthodes un peu différentes de celles d'hier. Des pillages sans doute, et des moyens de se rassembler sans doute également via les réseaux sociaux pour se coordonner. Et puis les chiffres de la criminalité qui sont en hausse régulière. J'ai mis également la référence du site de Wikipédia sur la page du site de 1P6R qui sera consacré à cette émission, qui sera publiée dès demain. Donc vous aurez également, mais vous pouvez déjà écrire chiffres de la criminalité, vous verrez qu'elles sont en augmentation dans les différents champs de criminalité. Bon, je ne cite que deux exemples, mais cela s'explique très bien, notamment par la perte de valeur, la perte de... alors, les valeurs qui viennent souvent justement de l'éducation religieuse, hein, donc qui vous donnent des limites, des bornes, et puis par l'éducation des parents évidemment. Perte de valeur, perte donc aussi de repères civilisationnels,
et également des divergences au travers de l'immigration de populations très diverses, des divergences civilisationnelles avec la quantité se transformant en qualité, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de gens de diverses origines civilisationnelles, qui fait qu'il y a des divergences civilisationnelles au sein de la même société. Et donc, à un moment donné, ça crée des frictions, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire. Enfin, je veux dire, c'est pas, là pour le coup, c'est vraiment pas nouveau. On sait que le multiculturalisme, si on regarde historiquement, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, ça aboutit toujours à des guerres, à des guerres civiles, à des affrontements. Hein, sauf peut-être à des petites échelles sur des îles, sur des choses comme ça, mais à grande échelle, sur des échelles de pays, de villes, de nations, eh bien, on a toujours ces situations de conflit. Donc, les gens qui feraient bien d'étudier l'histoire, justement, pour ne pas jouer aux apprentis sorciers comme le font nos dirigeants depuis des décennies, et une partie de l'opposition. Et une perte de valeur qui est d'autant plus importante, et dans les générations récentes d'ailleurs, qui sont beaucoup plus sujets à la criminalité que les personnes plus âgées. Ça, c'est également les chiffres qui le montrent. Et puis, par rapport à cet assassinat de cette personne, de cette surveillante, les moyens n'y changeront rien. Il y a notamment un tract de la CGT, que vous trouverez le lien sur le site également, qui dit ah, mais c'est parce qu'on manque de moyens. Mais les moyens n'aura rien changé du tout à ça. Ce n'est pas un problème de moyens. Est-ce que vous ne changerez pas ce qu'il y a dans les têtes en mettant plus de moyens? Si vous versez de l'eau dans un panier percé ou dans un entonnoir ou dans une passoire, l'eau passe au travers. Vous pouvez déverser autant d'eau que vous voulez, l'eau ne sera pas retenue, tout simplement. Et puis voilà, la réalité, c'est que tout ça, ça s'est corrélé justement dans un contexte aux événements du style PSG et style autre fête. On est dans ce contexte général. Quand même, avoir le culot de dire que ça a toujours existé, c'est vraiment complètement faux. Enfin, l'assassinat d'une surveillante, c'était totalement impensable auparavant. Déjà, plusieurs raisons. Déjà parce que c'était une femme. On tue pas une femme, on bat pas une femme. Enfin, c'était profondément ancré dans notre culture française. En plus, une jeune femme, jeune, ça rajoute, je dirais, à ça. D'autre part, il y avait les gendarmes qui étaient sur place. Parce qu'ils faisaient des contrôles justement pour contrôler les couteaux dans les sacs. Donc ça ne servait à rien. On y reviendra d'ailleurs. Mais en plus, il y avait les gendarmes sur place. Or, donc c'est totalement inimaginable. Parce que moi, lorsque j'étais collégien, comment est-ce que ça se passait, les conflits? C'était des bagarres à main nue. À la loyale, je dirais. C'est-à-dire, oui, il y avait des bagarres, il y a toujours eu des bagarres. Ça, c'est pas la question. Mais au contraire, on mettait un point d'honneur, je dirais, à se frictionner un contre un et à régler nous-mêmes nos problèmes, je dirais, hein, et pas aller dire ah, mais, je suis harcelé, machin, etc. Non, et puis s'il y avait les gendarmes au collège, ils venaient pour une raison précise, c'est parce qu'il y avait eu un problème particulier, et donc ils étaient là pour une raison précise, ils n'étaient pas là simplement pour aller fouiller tous les sacs de tous les collégiens, enfin ça avait... Enfin, c'est inimaginable, totalement inimaginable. Donc, non, ça n'a pas toujours impensé, c'était existé, c'est impensable. Et je dirais, c'est vraiment un marqueur de notre époque. Non, définitivement, ce n'est pas un fait divers, du tout. C'est un fait de société. Autre dimension de la barbarie, on change complètement d'échelle et d'horizon, mais au fond, on n'est pas tellement loin. L'attitude de voyou de laquelle se comporte Israël et son gouvernant Netanyahou. D'ailleurs, que Nicolas Maduro a comparé vraiment aux nazis à Hitler. Et pour le coup, c'est exactement ça. Hein. Il a fait un parallèle. J'ai mis un article sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez le consulter cette semaine. C'est assez intéressant. Vous pouvez lire cet article. Il est assez court, mais c'est très... c'est factuel, hein. C'est factuel, c'est même pas, voilà, il n'y a pas de discussion. Et avec l'attitude également des différents grands pays riches, comme on dit, ou capitalistes ou impérialistes, comme vous voudrez, États voyous qui se croient tout permis.
Il se croit tout permis. Terrorisme d'État depuis des années. Il fait des années qu'il, de temps en temps, il va bombarder ici, il va bombarder là, la Syrie, le Liban, etc. Voilà, il fait ce qu'il veut. Hein. Donc ça, c'était déjà le cas depuis des années. Mais c'était ponctuel, je dirais. Mais là, maintenant, il attaque des pays tiers avec des destructions massives. Destruction de la bande de Gaza, destruction totale, colonisation en Cisjordanie, destruction totale de zones au Liban, de zones urbaines au Liban, avec des centaines et des centaines de morts. Là, maintenant, il vient de s'attaquer à l'Iran. Tout ça, ce sont des violations du droit international. Est-ce que les États-Unis, la France, tout ça, au contraire, ils se rassemblent, ils soutiennent cela, alors que c'est eux qui disent « Oh, ben nous, le droit international, c'est vachement important, etc. » Mais quand c'est les autres qui le violent, ça c'est grave, mais quand ça fait partie de leur caste, je dirais, ou de leur classe internationaliste, mondialiste, là, tous les droits, c'est open bar. Donc, attaque de l'Iran, massacre et génocide. Hein, c'est même la Cour de justice de l'Union, de l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ONU, qui en parle. Nous en sommes là. Donc, et je le répète, cette attitude de voyou d'Israël était impossible il y a quelques décennies. C'était une attitude qui n'était pas possible. Parce qu'il y avait l'URSS qui faisait contrepoids, des pays arabes avec des vrais dirigeants qui compensaient, qui empêchaient ça, puis une moralité également qui a complètement disparu des dirigeants qui nous viennent. Bon, Macron, quelle moralité à notre président, déjà. On peut commencer simplement par ça. Et puis, je dirais cerise sur le gâteau, des médias, comment ils appellent ça, une opinion publique totalement inféodée. Donc, on a un niveau de propagande, je dirais, jamais vu à cette échelle et à cette intensité. Je pense que dans l'histoire, ça n'a jamais existé. Même avant la Première Guerre mondiale, où est-ce qu'on éduquait les gens dans la revanche, etc. Une propagande à une telle échelle et une telle intensité, donc c'est planétaire, partout, et avec un discours qui est unique. Or qu'il y avait toujours eu des voix discordantes auparavant. Aujourd'hui, les voix discordantes, on les fait taire, on les ostracise, ils sont invisibilisés totalement. Vous saviez, des journaux d'opposition, tout ça a complètement disparu. Il n'y a plus de journaux d'opposition. Citez-moi un journal d'opposition, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun. Aucun. Je ne parle pas d'humanité. Ça n'existe pas, ça. Pas de journal. Il n'y a rien. Voilà où on en est aujourd'hui. Enfin, non, tout ça, c'est nouveau. Ça n'a pas toujours existé. N'en déplaise, malheureusement, à moi, déjà le premier. Et puis en Ukraine, qui s'est permis, enfin, dans un délire qui n'a aucun sens, parce que par rapport à la guerre, pour défendre, en admettant qu'ils défendent leur pays, d'attaquer les bases stratégiques d'aviation de la Russie, c'est-à-dire là où est déployée l'arme nucléaire stratégique, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens militaire, mais c'est une provocation, je dirais, inutile. Hein, inutile d'un point de vue militaire et qui ne peut faire que capoter justement des éventuelles négociations. Hein. Comme d'ailleurs Israël qui bombarde l'Iran a fait capoter les pseudo peut-être négociations qu'il y avait en cours sur le nucléaire iranien. Voilà où nous en sommes de ces exemples de la barbarie. Là, voilà, on a cité 4. Mais la liste, elle est gigantesque. Alors, etc. Voilà. Complètement. Alors, quelles sont les raisons? Quelle est la raison profonde qui fait que nous en sommes dans cette situation inédite aujourd'hui de plongée, de croissance de la barbarie? Bien, la première raison, c'est que le capitalisme est décadent, qu'il il est dans une crise terminale. C'est la raison pour laquelle j'ai
j'ai écrit ce petit livre qui est une annexe, en définitive, qui est destiné à être une annexe de ce que je travaille sur un ouvrage plus grand, plus large, justement, qui s'appellera Accepter la négranthropie. Donc ça, ce petit livre, donc, ouais, il fait une centaine de pages, explique, détaille qu'est-ce que c'est que le capitalisme au stade décadent, en phase terminale. Même, mais terminale, ça ne veut pas dire malheureusement que qu'il va se terminer au sens temporel. Mais pourquoi donc cela? Parce que, et c'est la deuxième raison, qu'ils n'en font qu'une, hein, c'est d'une part l'un et d'autre part l'autre, c'est qu'il n'y a plus d'alternative à ce système. C'est que les alternatives au système capitaliste, le socialisme ou le communisme, d'une part, et puis les autres variantes du style fascisme, hein, pour faire court, toutes ces alternatives sont disqualifiées, ont été disqualifiées au XXe siècle, sont disqualifiées aujourd'hui. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une part, les capitalistes le peuvent, parce qu'ils se sentent les mains libres. Ils ont les mains libres parce que, justement, ils se disent, mais il n'y a plus d'alternative, donc on peut faire ce qu'on veut. Hein? Avant, il y avait l'URSS. Pour parler très concrètement, avant, il y a eu l'URSS qui empêchait ça. Voilà. Maintenant, l'URSS a disparu. Donc, ils n'ont pas d'alternative au sens de système. Et puis, d'autre part, parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils le nécessitent. Parce que les crises à répétition sont de plus en plus profondes. Celle de 2008, depuis 2008, l'Europe est en croissance zéro. Or, le capitalisme a besoin de la croissance. C'est indispensable. Le Japon, il est en stagnation depuis des décennies. Et donc, j'en parle également là-dedans, mais ils sont sur une trajectoire qui n'est pas durable. C'est pour ça que c'est la crise terminale. Leur trajectoire n'est pas durable. Il faut qu'ils trouvent des solutions. Et donc, ils le nécessitent d'une part, et d'autre part, ils le peuvent. Voilà ce qui fait que, et comme ils sont décadents, mais ils avancent, mais malheureusement, dans une trajectoire qui ne peut rien donner. Ce sont des efforts qui sont vains. Hein. Puis je vous rappelle quand même que le capitalisme, il est quand même l'auteur de 2 guerres mondiales jusqu'ici, donc ça c'est un fait. Et puis pour faire cela, et pour faire ces guerres du manière générale, il s'appuie sur les fascistes. Récemment, avec Al-Joulani en Syrie, qui est un fasciste de type islamique. Voilà, des fascistes, il y en a plein de sortes, hein, j'en ai parlé, il y a les historiques, je dirais, qui étaient peut-être moins fascistes finalement, enfin plus fascistes au sens, enfin ça dépend du sens qu'on donne au mot fascisme. Mais bon, de toutes sortes, extrême centre, extrême gauche, extrême droite, voilà, religieux, pas religieux, etc. Parce que, et c'est là où c'est terrible, c'est que comme ils sont dans une crise terminale, il y a, on va passer, je dirais, à la deuxième partie, aux illusions, mais il y a aussi une illusion des dirigeants des pays capitalistes. Car en réalité, ils sont en grande partie impuissants. C'est bien ça qui fait aussi que c'est la crise terminale, c'est que malgré tout ce qu'ils pourront faire, ils sont prêts à tout, puisqu'ils peuvent tout se permettre. Malgré ça, ils sont impuissants. On voit par exemple Trump. Trump, il a essayé de faire son gouvernement, et déjà, 2 mois après, un des piliers importants qu'on voit là, qui n'est autre que Elon Musk, a déjà quitté son poste, est déjà parti du gouvernement. C'est quand même important, c'est la branche libertarienne, c'est quand même pas rien, je dirais. Hein. Mais, je vais vous citer quelques exemples. Toujours pour les États-Unis, Trump a essayé d'appliquer simplement la loi sur l'immigration en Californie pour faire expulser les gens qui sont immigrés illégaux. Il n'est pas arrivé à le faire. Ça a déclenché des émeutes. Il n'arrive pas à le faire. Ils sont impuissants. Ils sont impuissants également, ses prédécesseurs, puisque Biden a dû quitter l'Afghanistan et en fait perdre cette guerre, puisqu'au final, ils ont passé 20 ans, dépensé quasiment 1000 milliards de dollars sur 20 ans en Afghanistan. Résultat, les talibans sortent renforcés et victorieux face à la première puissance du monde. Ils sont impuissants.
Même s'ils le veulent, ils sont impuissants. Et puis, plus près de nous, le gouvernement Bayrou. Le gouvernement Bayrou, bah, avec la crise institutionnelle, il ne peut pas faire de budget. Alors il fait des bricolages comme ça pour reconduire les choses euh, euh, de l'un dans l'autre. Il bricole pour ne pas se faire renverser, se faire censurer. Mais donc là, on est dans une crise institutionnelle profonde qui n'a pas lieu qu'en France. Hein. Mais bon, pour nous, ce qui nous concerne. Face aux délinquants, on voit bien qu'ils peuvent quasiment rien faire. Ah là, contre les gilets jaunes, ils sont efficaces contre les honnêtes gens, mais contre les gens qui défient réellement l'autorité et la loi, ils sont complètement impuissants. Face aux délinquants, je m'excuse, mais à chaque fois, c'est toujours émeute, pillage, et ça se produit. Ils sont incapables de l'éviter. Et puis, pour l'assassinat de la pauvre surveillante, on voit bien qu'ils ont essayé, ils ont mis des policiers, des gendarmes pour fouiller les cartables, les couteaux. Le jour même, les gendarmes étaient là, la pauvre femme s'est fait assassiner. Voilà, on voit bien on est sur une trajectoire où la réponse sécuritaire avec des caméras, avec des choses comme ça ne fonctionne pas. Parce que ce qui se passe, c'est dans la tête des gens, c'est dans le cœur des gens, c'est dans la qualité d'éducation des gens. C'est ça toute la crise éducative. La crise éducative, ils sont incapables de la résoudre. Voilà la situation. Donc eux aussi se font des illusions en croyant qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes. Non, ils n'y arriveront pas. Et dès lors, et c'est la même chose dans les autres pays européens, hein. Vous voyez ce qui se passe un peu en Europe, les événements, ce qui se passe, c'est exactement la même situation. Hein. Et dès lors, leur tentation, ils l'ont déjà fait 2 fois, leur tentation, c'est la fuite en avant, c'est la tentation de la guerre. Détruisons massivement du capital, et puis on remet les compteurs à zéro, et puis ça redémarre. Voilà, en gros, c'est malheureusement aussi trivial que ça. Mais bon, nous attardons pas sur ça, parce que à la limite, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Maintenant, regardons le nôtre, parce que il y a aussi des illusions chez les résistants. Et il y en a pas mal. Bon, il y en a une qui m'a fait penser à ça, c'est une vidéo récente d'Olive Olive qui a 1 semaine. Vous trouverez le lien également c'est sur les agriculteurs, notamment. Hein. Il faudrait se réunir, etc., en disant, bah oui, il suffit de faire quelques mesures, etc., puis on va y arriver. Non, ça marchera pas. C'est pas quelques mesures, c'est pas quelques solutions partielles, comme le Frexit, par exemple, qui va résoudre ces problèmes. Ça pourrait en résoudre une partie, je ne veux pas dire, mais le problème, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que cela, malheureusement. Et donc, parce que le capitalisme a pourri la société, en fait, il pourrit la société. Je répète, hein, je détaille justement comment ça s'articule, pourquoi ça fonctionne comme ça. Bon, il y a la chronique, le mercredi de l'Espérance, justement, il y a quelques semaines, qui détaille un petit peu cela, puis c'est disponible en audio également. Il y a un feuilleton qui passe actuellement sur YouTube et sur Facebook. Des illusions également parce que nous sommes divisés, d'une part, fortement divisés, et l'opposition, du coup, elle se trouve contrôlée. Ce qui est hallucinant, c'est que nous sommes majoritaires. Vraiment, les gens qui sont opposés à ce système néolibéral, nous sommes majoritaires. Vous faites la somme des gens qui sont opposés de droite, opposés de gauche à cette politique en France. Nous sommes, on l'a vu en 2005 lors du référendum, tout simplement. Hein. Et je pense que depuis, ça n'a fait qu'aller crescendo. Et pourtant, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. C'est toujours un Maastrichtien, une Union européenne qui est au pouvoir. Voilà. Parce qu'ils ont réussi à nous diviser, à mettre des virus dans la tête des gens, qui fait que les résistants, que les oppositions à ce pouvoir délétère ne peut pas se rassembler, ne peut pas s'allier, au moins ponctuellement, pour renverser ce régime qui nous emmène à la catastrophe. Et qui nous emmène à la catastrophe également, et je crois que là, ça fait partie, on va creuser un peu sur ces illusions, justement,
avec ce qu'a posté aujourd'hui, je crois, ou hier, Régis de Castelnau, donc je dirais éminent résistant, avocat, et qui a posté un article, La Troisième Guerre mondiale est en cours, et c'est l'Occident qui l'a perdu. Mais alors là voilà bien quelque chose alors nous sommes faibles, nous sommes divisés, etc. Mais on va pouvoir battre ces gens. Bah, après, eux, ils sont affaiblis, je ne dis pas le contraire, mais comme on l'a vu, ils n'ont pas d'alternative face à eux. Donc ils ont open bar malgré tout. Même faible, si vous êtes faible mais qu'en face vous n'avez rien, bah, aussi faible que vous soyez, vous restez en place. Je dirais attention à l'auto-intoxication. Attention à se dire oh oui tout va bien, ouais malgré tout, c'est les autres vont s'arranger, etc. On voit bien ce qui en était. Prenons le Hezbollah qui était costaud, etc. Il s'est fait laminer par Israël malgré tout. Il n'est pas ou le Hamas. Ce sont des résistants, ils s'opposent, mais je dis pas qu'ils ont disparu. Hein, ils sont encore là et enfin ils ont pris quand même, ils ont pris cher, comme on dit, hein, pour parler un petit peu trivialement. Donc, nous auto-intoxiquons pas. La défaite de l'Occident, oui, au sens moral, au sens du livre de Todd, mais malheureusement, au niveau politique, pour l'instant, ce n'est pas fait. Ce n'est pas si certain que cela. C'est pas fait, en tout cas, ponctuellement. À l'instant T, ce n'est pas fait. Ça peut arriver. Je pense que ça va arriver. Je l'espère, mais je pense que ça va arriver. Mais faut pas s'auto-intoxiquer. On n'a rien à faire et ça va se faire tout seul. Non, ça va pas se faire tout seul. Certainement pas. Ça va certainement pas se faire tout seul. Alors, sur l'affirmation de Régis de Castelnau, deux choses. La première, oui. La Troisième Guerre mondiale est en cours. Bon, lui, la date de l'effondrement du RSS. Non. Là, par contre, il se trompe. C'est bien l'enjeu, c'est bien effectivement la domination mondiale, comme l'ont été les deux premières guerres mondiales. Mais la guerre a démarré le 22 février 2022. C'est au moment où la Russie a démarré son opération militaire spéciale en Ukraine. Parce que les mots ont quand même un sens. La guerre, c'est un affrontement militaire. Sinon, ça veut dire qu'on peut tout dire et n'importe quoi. Enfin bon, je fais une émission aujourd'hui, un enregistrement avec d'autres personnes, où on est parti sur des considérations. Non, les mots ont un sens. La guerre, c'est quand il y a un affrontement militaire. L'affrontement militaire majeur entre blocs a commencé en Ukraine le 22 février 2022. Même si la guerre en Ukraine, en elle-même, il y avait déjà des prémices, si vous voulez, dans le Donbass, etc. C'était en 2014 hein, que ça commençait. Mais ça restait à ce moment-là un conflit localisé, un conflit quelque part, une guerre d'indépendance d'une région sur le reste de l'Ukraine, hein, pour parler simplement. Ça a changé de dimension au fil du temps avec l'investissement de plus important de l'OTAN justement dans l'Ukraine pour infliger une défaite majeure à la Russie et pas simplement au Donbass, aux indépendantistes. La seule chose qu'on peut dire, c'est que tout au plus on peut considérer les guerres qui ont lieu en Europe, hein, en Yougoslavie, dans les années 90, puis après en Irak et en Syrie, comme des répétitions générales avant la mondialisation de la guerre. Mais ce n'était pas encore la guerre mondiale. C'était à chaque fois des conflits localisés avec des enjeux essentiellement locaux et qui n'ont pas engagé les gros blocs, je dirais, dans un affrontement militaire. C'est-à-dire des répétitions générales avant la mondialisation de la guerre, justement. Une mondialisation, d'ailleurs, de la guerre, qui coïncide précisément avec le recul de la mondialisation économique voulue par le néolibéralisme. Et je dirais que c'est tout, évidemment, sauf un hasard. Puisque le recul de la mondialisation, le coup d'arrêt depuis 2007, la crise de 2007 et 2008, et d'autres crises hein, qui se sont succédées
par rapport à la mondialisation, coïncide justement à une situation de blocage, hein, même si, comme je le dis, hein, même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas résoudre leurs contradictions, les dirigeants capitalistes. En voilà un exemple. Et ils essayent justement de trouver des échappatoires. Ils l'avaient déjà un petit peu anticipé justement parce qu'ils se doutaient bien que dans leur objectif, c'était le démembrement de la Russie est évidemment et toujours a été toujours dans leur esprit depuis longtemps. Donc oui, la Troisième Guerre mondiale est en cours et à mon sens, elle a démarré le 22 février 2022. Mais deuxièmement, non, l'impérialiste ne l'a pas encore perdu. Il ne faut pas se tromper, ils ne l'ont pas encore perdu, pour plusieurs raisons. Donc sur le premier front, le front de l'Ukraine, le front 1, appelons le front 1, en Ukraine, la situation est loin d'être décantée. D'accord, aujourd'hui, la Russie a clairement l'avantage. Même s'il y a quand même des difficultés, même s'il y a... c'est difficile quand même s'il y a une stratégie d'attrition, ça va quand même, c'est extrêmement lent. Hein. Et puis, il y a eu quand même récemment, malgré la situation, l'humiliation des attaques sur le sol russe. On a parlé beaucoup des bases aériennes militaires stratégiques, mais il y a aussi eu des attentats contre des trains, des ponts routiers, avec plusieurs, alors je ne sais pas si c'est plusieurs dizaines, mais plusieurs morts et blessés sur le territoire russe, et ça dure depuis un certain temps. C'est-à-dire que le sol russe est attaqué depuis des mois et des mois, et cette humiliation continue, hein, malgré la victoire qu'ils ont remportée en chassant l'armée ukrainienne de l'oblast de Koursk. Voilà, la Russie a clairement l'avantage, mais on ne peut pas dire non plus que c'est une domination totale et qu'ils vont gagner la guerre là demain. Hein. Sachant que l'UE se prépare à rentrer directement dans la guerre. Et là, pour l'instant, ils sont dans la guerre en appui, en soutien, ils fournissent des armes, de l'argent, etc. Des conseillers militaires et tutti quanti, et du renseignement. Mais ils se préparent à rentrer eux-mêmes directement dans la guerre, militairement, en affrontant la Russie. Je vais vous montrer notamment un... Ah, parce que on va... Ah non, c'est pas ça. Désolé, voilà. On revient là. Je vais vous montrer notamment une... hop, voilà. Voilà. C'est une préparation, donc c'est sur un canal Telegram donc que j'ai reporté là et traduit, que la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie mettent la médecine en état de guerre en préparation d'une éventuelle guerre face à la Russie. Donc il ne s'agit pas seulement d'acheter des gilets pare-balles et des casques pour les équipes d'intervention rapide, mais aussi de transformer les salles souterraines en salles d'opération, de constituer des stocks de médicaments pour 3 mois, d'installer des générateurs diesel et des stations médicales mobiles. Les responsables admettent qu'ils reproduisent l'expérience ukrainienne et se préparent à des attaques contre les infrastructures énergétiques civiles. Tous les pays du flanc est de l'OTAN révisent les protocoles de médecine de crise et mènent des exercices multidisciplinaires comme le loup de fer, etc. Il y a 3 semaines, je vais plus loin, approuvé l'octroi de 6 milliards d'euros de fonds post-Covid à la Pologne pour la construction d'abris anti-bombes et de centres médicaux. Berlin, donc le chancelier Merz, a déclaré que Berlin avait dégagé 1,7 milliard d'euros pour les hôpitaux souterrains, des abris et des stocks de munitions pour le flanc est de l'OTAN. Ah oui, là, vous ne le voyez pas, malheureusement. Bon. Voilà donc la situation. On voit bien qu'ils se préparent réellement à la guerre. En ont-ils les moyens, etc. Bon, c'est une autre question, je dirais. Mais, très clairement, la volonté de nous faire rentrer en guerre, de faire rentrer nos pays en guerre directement, est là. Ils la préparent, ils savent qu'ils sont préparés, mais ils vont dans cette direction pour y arriver.
pour éviter ce scénario, il conviendrait que la Russie, en fait, aille jusqu'à Odessa. Donc là, je vous conseille un article très, très profond et vraiment de grande qualité qui s'appelle « Quelle issue pour le conflit en Ukraine » de Karine Béché-Golovko, que vous trouverez également sur la page du site dédié à cette émission. Un très bon article qui a quelques semaines, enfin, il n'est pas intemporel, mais enfin, il reste tout à fait d'actualité, il n'y a aucun problème. Donc, pour éviter ce scénario, il conviendrait que la Russie aille jusqu'à Odessa. En fait, d'affaiblir, de reconquérir, je dirais, la Russie historique, hein, et puis d'avoir une Ukraine suffisamment affaiblie, et peut-être même avec des populations tant hongroises que polonaises, qui retournent dans leur patrie d'origine, et avec une Ukraine réduite, je dirais, à une portion congrue, de telle sorte qu'elle n'ait plus les capacités de nuisance, parce que s'il y avait eu un accord de paix, par exemple, pour un cessez-le-feu, c'était juste un accord de paix pour se réarmer, comme ils ont fait en 2014, pour pouvoir réattaquer dès que possible la Russie. Donc, et là, disons qu'il faudrait que ça intervienne d'ici fin 2025, fin de cette année, on est quand même à un milieu de l'année, hein, ou je dirais fin 2026, peut-être au plus tard. Si c'est plus tard, là, c'est clair, ils seront prêts. En fin 2026, oui, ils seront en capacité d'affronter la Russie directement. Voilà ce qui est. Donc, si on veut l'éviter, il faut que et si la Russie veut l'éviter, à un moment donné, il faut qu'elle change de braquet. Voilà. Donc la situation globale, quand même, pareil, hein, donc pour revenir, non, l'impérialisme n'a pas encore perdu la guerre, parce que la situation globale, donc on voit bien la situation même en Ukraine sur le premier front, mais la situation globale, l'impérialisme, a quand même remporté un certain nombre de succès ces derniers temps. L'OTAN s'est élargie et s'est ressoudée. Rappelez-vous que l'OTAN était Macron, tellement un expert en politique internationale, qui disait qu'il était en mort cérébrale en 2018, l'OTAN n'est plus du tout en mort cérébrale et a été ressoudée et élargie. Il y a des pays qui ont adhéré à l'OTAN, les pays nordiques, hein, la Suède et la Finlande notamment. Ça, c'est un premier point. Et ressoudé, c'est-à-dire que maintenant, c'est matériel américain et terminé, hein, on ne parle plus d'autre chose. Deuxième point, la Syrie est tombée. Au final, la Syrie, qui a certes bien résisté, a réussi à repousser les islamistes, à contenir les Américains, etc., ben, au final, le régime a fini par s'effondrer. Bon, j'en ai déjà parlé, je crois, dans d'autres émissions, mais le résultat, il est là. Et donc ça, c'est un échec de la résistance. C'est ce qui permet d'ailleurs à Israël d'attaquer l'Iran aujourd'hui. Et puis la résistance également palestinienne et libanaise est fortement affaiblie. Et du coup, pour les impérialistes, ça leur permet d'ouvrir et d'élargir le front numéro 2, qui est au Moyen-Orient. Donc voilà, la réalité de la situation, elle est quand même celle-là. Donc non, l'impérialisme ne l'a pas encore perdu du tout, la Troisième Guerre mondiale, mon cher Régis de Castel. Alors, voilà donc des illusions qu'il faut évacuer de son esprit pour essayer de regarder la réalité en face. Une autre réalité importante, sur laquelle je me bats, j'essaye de creuser le sillon depuis des années, c'est que le conservatisme n'est pas une option d'avenir. En le lisant, on a presque l'impression de dire une évidence, mais parce que, en fait, c'est peut-être le pire, parce qu'il y a des illusions que, justement, le conservatisme pourrait nous sauver de la barbarie du capitalisme décadent. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour une raison extrêmement simple. C'est que pour échapper à la barbarie, il faut à un moment donné mobiliser les peuples, refaire nation, et ça implique de proposer un espoir, ou plutôt une espérance, hein, pour demain. C'est-à-dire de donner une direction crédible et désirable. En gros, d'avoir une alternative, hein, ce qui fait défaut aujourd'hui. Et le conservatif
le conservatisme, en plus, il n'y en a pas qu'un conservatisme, il est incapable de susciter cet espoir à grande échelle. C'est bien ça, je dirais, le problème, ce besoin d'espérance. Il faut des solutions nouvelles et adaptées à la situation. Ça ne peut pas être un retour au passé. Et le conservatisme, c'est ça, c'est le retour au passé euh, de la religion orthodoxe, de choses comme ça. Non, ça, ce n'est pas possible. C'est plus adapté. Il faut adapter les situations. Les religions changent et tout ça, ça s'adapte au fil du temps. C'est pas du tout, c'est obligatoire. C'est la vie, tout simplement. Donc, on pourrait dire que même par définition, puisque justement les solutions du passé sont rarement bien adaptées au futur, aux problèmes nouveaux qui se présentent aujourd'hui. Moi, je dirais que ça, c'est vraiment l'illusion principale à laquelle la résistance est confrontée. En France, en Russie, en Iran, en Chine, etc. C'est vraiment ça, et dans tous les autres pays de résistance. Les solutions du passé, qui ont fait la preuve, la démonstration de peut-être de leur adaptation à une époque, mais qui ne sont plus adaptées au temps présent, c'est vraiment cette illusion-là qu'il faut sauter de l'esprit. Hein. Il faut prendre vraiment conscience de ça. Vraiment, c'est l'illusion principale. Et on doit prendre conscience qu'il faut se nourrir de propositions. Alors nous, on a une proposition, mais d'autres propositions aussi pour l'avenir. Parce que, attention, ne nous y trompons pas, les capitalistes, eux, ils ont une solution d'avenir. Hein. Voilà, bon, là, j'en ai parlé, la Russie orthodoxe, l'Iran chiite ou la Chine communiste. Eux, ils ont une perspective quelque part, hein, une perspective barbare. On va au fond de la barbarie. C'est Harari. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce penseur israélien, comme par hasard. Non, c'est pas du tout un hasard, puisque c'est la pointe avancée du capitalisme israélien quelque part. C'est Harari et consorts en tête qui proposent bel et bien un avenir à l'humanité. Et leur avenir pour eux, c'est la fuite en avant transhumanisme, avec ces machines, c'est notre intégration avec ces machines et ce genre de choses. Hein. La vie éternelle, enfin des folies pures, mais dont on a déjà les prémices aujourd'hui. Hein. Et puis, avec à l'autre côté, l'euthanasie pour ceux qui sont devenus inutiles. Enfin, un monde où l'humanisme a disparu. Oui. Donc, si l'humanisme a disparu, c'est fatalement une barbarie. Hein. Donc voilà, c'est nous plonger. C'est terminal dans ce sens-là. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut bien le prendre, cette notion de terminal. C'est-à-dire que après l'humanité, si elle est détruite, si vous voulez, bah, c'est sûr qu'elle ne pourra plus non plus se régénérer. Hein. Vous ne pouvez pas régénérer quelque chose qui a disparu. On ne peut pas faire revivre les espèces qui ont disparu, tout simplement. Donc ça nécessite que nous prenions conscience de cela et sortir de notre zone de confort pour justement avoir une réponse qui soit à la hauteur de la crise de civilisation, une réponse de niveau civilisationnel, parce que le contraire, l'antonyme de barbarie, c'est civilisation. Donc une refondation civilisationnelle. Donc il faut tourner réellement la page des solutions faillies du passé. Pas du passé dans sa totalité. Au contraire, il faut s'en nourrir du passé. C'est extrêmement important. Mais il ne faut pas dire, on va prendre les solutions du passé, puis on va les hop, voilà, il faut les actualiser, les transposer éventuellement. Hein, c'est déjà à la limite transposer. Il faut vraiment les actualiser, hein, s'en inspirer. Plus, voilà, c'est plus la question, c'est plus s'en inspirer qu'autre chose. On va dire, ça a marché, ça n'a pas marché, etc. Donc, quelque part, c'est quasiment un renouveau quasiment du niveau de la Renaissance, si vous voulez, hein, de ce qui s'est passé au moment de la Renaissance avec l'humanisme, avec une réactualisation de l'humanisme. C'est pour ça que j'ai parlé dès le début de nouvelles lumières. Moi, je pense que c'est vraiment de nouvelles lumières qu'il nous faut. Il y a des éléments, hein, enfin, je veux dire, c'est pas nous ce qu'on fait, c'est des choses. Il y a des éléments, il y a des gens il y a des parties de nouvelles lumières qui sont là. Bon, prenons par exemple, je prends un exemple très très basique. Dans les émeutes qu'il y a aux États-Unis, ils ont commandé des taxis, parce qu'il y a des robots taxis maintenant,
aux États-Unis, en Californie. Et en fait, ils ont détruit, d'ailleurs c'est l'image que j'ai mise, que l'on voit là, ici, hein, ils détruisent en fait des robotaxis. Ils ont commandé des robotaxis tous au même endroit, et ils ont détruit les robotaxis. Ils se sont révoltés contre les robots. C'est-à-dire, dans les émeutes, il y a aussi une dimension d'espoir, malgré tout. C'est pas simplement, voilà, là je le décris comme une barbarie, parce que c'est avant tout la dimension barbare qui est là. Mais il y a quand même aussi à l'intérieur, y compris quand même des germes de ce vers quoi il faudrait aller. Il y a quand même une aspiration, ça reste quand même, beaucoup des gens, c'est des êtres humains malgré tout. Et donc, il y a une révolte contre ces robots, malgré tout, hein, qui volent de l'emploi, hein, qui détruisent des emplois. Donc, voilà, il y a quand même un message d'espoir. Et dans ces nouvelles lumières, il y a aussi quand même un certain nombre de penseurs de grande qualité qui ont des propositions, qui ont des idées quand même, malgré tout. Bon, peut-être pas aussi loin que ce que nous on propose, mais voilà, il y a quand même des gens qui essayent de travailler, de se sortir des idéologies faillies du passé, du XXe siècle. Donc, ça nécessite déjà d'en finir avec l'idéalisme, hein, et on va revivre comme je vivais quand j'étais enfant. Non, ça n'arrivera pas, ça n'existe pas, ça n'arrive jamais. Et puis arrêter de se faire plaisir. La politique, ce n'est pas le lieu pour se faire plaisir. La politique, c'est de rendre possible ce qui est souhaitable. Donc on n'est pas là pour se faire plaisir. Oh ouais, moi j'aime pas trop ça. Oh ouais, mais non, c'est pas ça la politique. Hein. Bon. Peut-être c'est pas le lieu de se faire plaisir, c'est de prendre ses désirs pour des réalités. Non, c'est pas du tout ça. C'est le lieu du réalisme. Et là, la situation est quand même critique, et ce sera de plus en plus critique. Il faudra être de plus en plus réaliste. Hein, et faire des alliances qui peut-être vous auraient paru complètement incongrues hier. Bah oui. Parce que c'est ce qui s'est passé dans le cœur de la barbarie nazie, je le répète souvent. Le CNR, c'est le regroupement des gens de droite et de gauche contre la barbarie nazie, justement. Soutenu par une bonne partie des capitalistes, hein, avant la guerre. Hein. Faut quand même bien s'en rappeler. Hitler, il a été bien... On l'aimait bien, Hitler. En Angleterre, il était bien aimé, Hitler, hein, faut pas croire. Hein. Ça, il ne le rappelle jamais. Vous ne verrez jamais ça dans les séries télévisées de FR3 là, qui vous passent et qui vous bourrent le mou. Là. Ça, il ne vous en parle jamais de ça. Donc, ça nécessitera des efforts sur soi en premier lieu. C'est-à-dire qu'il faut se dire, bon, ok, je veux que j'arrête de me faire plaisir, il faut que j'arrête de croire qu'en venant en arrière, ça va aller mieux. Non, ça n'arrivera pas. Il faut penser à l'avenir, il faut penser à ses enfants, il faut penser à ses petits-enfants. C'est ça qui doit motiver. Et ce qui va motiver pour demain. D'ailleurs, regardez la perspective là-bas. Pas regarder là, derrière. Voilà, ça c'est important. Donc c'est un vrai effort sur soi. Parce que les autres mesures, ce sont des mesures marginales. Je parlais du Frexit tout à l'heure, il y en a plein d'autres. Même l'immigration, etc. Vous pouvez arrêter l'immigration, ça ne va pas arrêter la crise du capitalisme. C'est un des éléments. Je ne dis pas que c'est pas... mais c'est un des éléments, c'est tout. Ça ne changera rien à la trajectoire globale. Regardez, en Angleterre, ils ont fait le Brexit. L'immigration a explosé encore pire après le Brexit. Donc, vous voyez, c'est un exemple concret, ça, tout simplement. Donc, ce qui est important, c'est de changer la trajectoire générale, pas de prendre un certain nombre de mesures ponctuelles et marginales. Ça ne changera rien, et voir ça empirera. Donc, c'est pas la peine, hein, franchement. Tout ça pour se faire plaisir et pas vouloir faire des efforts. Non, je pense que parfois, il faut savoir faire des efforts. Alors, nous, la réponse, bah, elle est simple. Hein, et il faut élaborer une alternative systémique, réaliste. Hein, donc ça, voilà, c'est pas... Ah oui, c'est sûr, on n'est pas dans un Nouna avec les trucs qui clignotent dans la télé-réalité. Là, je suis désolé. Hein. Et ce que je vous présente, je ne suis pas quelqu'un de très sexy, qui fait des milliers de vues, etc. Ouais, ça, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est le discours qui doit être tenu, qui doit être entendu. C'est tout. Voilà. Je pense que c'est tout simplement ça. Le succès, bah, c'est pas une question. Ce qui compte, c'est qu'une espérance émerge. Donc évidemment, se nourrir des expériences du passé, et en particulier du passé raison, mais également, ça ne peut pas se contenter du politique et de quelques mesures politiques, mais adresser les 4 dimensions. C'est-à-dire la dimension politique, bien sûr,
qui est en fait que la mise en musique finale, mais également les dimensions idéologiques, sentimentales et spirituelles, sur quoi on travaille depuis quelques années déjà. Tout ça, c'est la quatrième voie. Tout ça, ça se synthétise dans la quatrième voie, dans la proclamation de la quatrième voie, et dans toute cette proposition, tout ce que vous trouverez sur le site de AP6R et via4.net. Voilà. Donc, en résumé, je dirais, la barbarie est toujours croissante. Elle va toujours croissante et ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. On le voit bien. Et les illusions, malheureusement, peinent à s'évanouir. Je vous appelle vraiment ça. Première chose, même si vous n'allez pas dans la direction de... comment dire, si vous n'allez pas dans la direction de chercher encore d'autres solutions, au moins ne pas se raconter l'histoire. Comme Régis de Castelnau qui dit bah, on a déjà gagné, l'impérialisme a déjà... Non, 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 non. Ne pas se raconter l'histoire, c'est essentiel. Donc, déjà, au moins, regardez les choses en face. Au bon niveau et ne pas s'auto-intoxiquer. Et puis après, évidemment, l'étape suivante, c'est de rechercher les solutions qui seraient à la hauteur, d'élaborer des alternatives systémiques. Voilà. Avant de conclure, je voudrais finir par rendre hommage à 2 victimes des barbaries. Une première victime qui pourrait vous surprendre, puisque c'est quelqu'un qui ne partage pas, au moins en partie, sur le sujet dont il est question, les opinions que je peux avancer ici. Mais, malgré tout, comme aurait dit Voltaire, je ne partage pas... Alors je vais citer très mal, hein, mais je vais essayer de restituer l'esprit de ce qu'il disait. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez l'exprimer. C'est exactement ça. C'est tout à fait essentiel que, y compris des gens sur lesquels on n'est pas d'accord, puissent s'exprimer. Donc, Barbara Lefebvre, qui fut enseignante dans... Désolé. Donc, qui fut enseignante dans un collège de banlieue dans les années 2000, est aussi essayiste et chroniqueuse. Et là, elle témoigne en 2002 dans l'ouvrage collectif Les territoires perdus de la République. Le 12 juin dernier, elle est l'objet d'une requête de plusieurs syndicats de journalistes, pour l'interdire d'antenne, la censurer en raison de son soutien à Israël. Or, je reviens à mon propos initial, la liberté d'expression est un droit sacré. C'est ce que nous proposons d'ailleurs, un des droits sacrés que nous proposons de sacraliser dans la Constitution. C'est pourquoi ce n'est pas par une censure barbare que l'on répond à des propos, même s'ils sont barbares. Autre victime des barbaries, même si pour l'instant on ne connaît pas bien, connaîtra-t-on un jour les raisons de la mort d'Éric Dénessé, le 12 juin 2025. C'est un spécialiste donc français du renseignement et de l'intelligence économique et directeur du CF2R. Je cite des gens qui l'ont connu, sa liberté de ton, son indépendance d'esprit faisait de lui une figure singulière, lucide, courageuse. Sa famille a d'ores et déjà fait savoir qu'elle ne croyait pas à la thèse officielle du suicide. Ce jour, le site cf2r.org est à l'arrêt. Voilà, eh bien, je ne peux que vous inviter maintenant à passer à l'initiative pour concrétiser justement la quatrième voie, déjà en prendre connaissance, venir discuter avec nous en visioconférence les lundis soirs à 21h. Voici le lien auquel vous serez accueillis, vous pouvez venir quand vous voulez.
Et puis, vous pouvez également vous inscrire sur le site impcr.org pour être tenu informé des événements et des nouvelles de notre initiative. Je vous invite à commander le livre La crise terminale du capitalisme et puis les autres livres, donc le roman Le but c'est la vie, mais également les manifestes émergence dont il existe 3 volets pour l'instant. Je vous signale également l'existence du cercle du renouvellement constitutionnel auquel nous participons, auquel je participe à titre personnel, recours constitution et le cercle du renouvellement spirituel. Voilà, cette émission est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous sera fructueuse. Je vous dis bonsoir, je vous dis à bientôt. Au revoir.